Alors bonjour, cette vidéo est enregistrée pour Marwan, donc qui a apparemment un petit souci avec comment établir, comment déterminer une tendance, donc l'étudier, donc identifier une tendance. Ensuite, les notions de support et de résistance. Donc je fais cette vidéo pour lui expliquer euh, en fait, si je peux dire, l'idée en arrière de support et de résistance pour que il ait vraiment un repère très facile afin d'identifier et de repérer des supports et des résistances, ainsi que d'identifier une tendance de façon très facile, dépendamment du type de marché. Alors, Marwan, l'idée en arrière, c'est que je sais pas si tu as déjà eu des cours d'économie, mais des fois en économie, on parle souvent de offre et de demande. Voilà, donc on dit souvent que la demande égale, une demande égale à son offre. Et lorsque la demande est égale à l'offre, on parle de prix d'équilibre. Lorsque l'offre est supérieure à la demande, on parle de marché en excédent ou marché en surplus. Et lorsque la demande est supérieure à l'offre, on parle de marché un marché en déséquilibre ou un marché, on va dire, euh, comment on peut dire ça? Donc, le contraire de l'excédent ou le contraire du surplus, voilà, de déficit ou bien de manque. C'est la même chose dans le cas de la bourse. Donc, ici, j'ai mis devant toi le graphe du dollar canadien par rapport au dollar américain, donc le CAD USD. Et aussi, j'ai mis le graphique du dollar. Donc, clairement ici, on voit bien qu'on est haussier. Mais comment on fait pour savoir directement qu'on est haussier ou baissier? On voit qu'on est haussier sur le dollar canadien et on voit qu'on est baissier sur le dollar américain. Alors, il y a une théorie utilisée dans le jargon boursier qui dit que pour identifier qu'une tendance est haussière, on regardera l'allure de la courbe, soit disant si les plus bas ou les points bas deviennent de plus en plus hauts, ainsi que les plus hauts ou les points hauts deviennent de plus en plus hauts, alors on se trouve dans une tendance haussière. Si on est dans une tendance baissière, c'est le contraire. Ce sera des points bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas. C'est comme ça qu'on identifie une tendance haussière ou baissière. Donc c'est simplement visuel. Avant, lorsque les statisticiens faisaient des études, ils se basaient sur des tableaux en regardant justement, en identifiant c'est quoi la moyenne des chiffres dans le tableau, c'est quoi le mode, c'est-à-dire le chiffre qui revient le plus souvent, et c'est quoi également la médiane, donc c'est-à-dire le plus petit nombre, le nombre qui revient, le nombre qui est au milieu entre les chiffres croissants et les chiffres décroissants, c'est ce qu'on appelle la médiane. Les nombres qui reviennent le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le mode, et on fait la moyenne des chiffres dans l'ensemble du tableau. Et c'est comme ça qu'on déterminait si les chiffres on a mis dans le tableau sont des chiffres qui ont caractère à diminuer ou des chiffres qui ont caractère à augmenter. Bref, dans le cadre de la bourse, on représente bien sûr, comme en économie d'ailleurs, on représente bien sûr les niveaux des prix par une évolution mathématique des courbes. Donc, à chaque période de temps est égale à un prix. Et en fonction de ça, on voit que plus que le temps augmente, si le temps augmente et que les prix aussi augmentent, on remarque que on est dans une tendance périodiquement haussière. Si les prix diminuent dans le temps, on remarque que les prix évoluent périodiquement dans une tendance baissière.
Et c'est la même chose également pour les graphes en bourse. Comme tu peux le voir ici, tout à l'heure, j'ai dit que pour identifier une tendance, on parle des hauts de plus en plus hauts et des bas de plus en plus hauts pour une tendance haussière. Donc, on voit ici que je vais juste les identifier pour que ce soit clair. Donc ici, on a un point bas. Là, on a un point bas. Là, on a encore un point bas. Mais on voit qu'on monte. Ici, on a un point bas. Vous devez d'abord déverrouiller votre iPhone. Ici, on a un point bas. Voilà. Je m'excuse pour ça. Siri ne me laisse pas travailler, mais bon. Mais c'était pour te montrer en fait que plus le marché évolue, plus on voit que les plus bas, ou disons les points bas, deviennent de plus en plus bas. Et pardon, les points bas deviennent de plus en plus hauts. Et les points hauts, qui sont ici, deviennent également de plus en plus hauts. Donc, on est bien en tendance haussière, comme tu peux le constater. Tu vois? Donc, les points bas ici qui correspondent à un prix à 0,73. On était le mardi 8 mai, on avait un prix de 0,73. Au 22 mai, on était environ à 0,74. Donc le prix a monté. Donc périodiquement, entre le 8 mai et le 22 mai, durant les 2 semaines, le prix a augmenté. Après, le 22 mai, on était à 0,74. Du 22 mai au 19 juin, le prix a encore augmenté. On est allé à 0,75. Entre-temps, les points que je suis en train de citer sont des points bas de notre tendance. C'est-à-dire que c'est des points bas comparativement à la séance de cotation qui a eu lieu. Mais pourtant, le prix ne fait que monter. Donc, la conclusion, c'est que quand les points bas dans une tendance, dans le temps, évoluent à la hausse, on est clairement dans une tendance haussière. Et vice-versa pour également une tendance baissière lorsqu'on évolue périodiquement, donc c'est-à-dire à travers le temps, les prix descendent pendant que le temps augmente, on est bien sûr dans une tendance baissière. On va refaire le même exercice avec le second graphe pour que ce soit également plus simple. Donc, j'ai dit tout à l'heure de se servir de la théorie de Do, qui est la théorie la plus simple et la plus accomplie et la plus universelle, tout simplement parce qu'elle repose sur des observations. Donc ici, on regarde des points bas de plus en plus bas. Ici. Voilà. Encore un autre point bas. Ici. On voit bien que ça descend à travers le temps. Donc ici, on était le 3 juillet. Après le 10 juillet. Donc une semaine après. Après encore le 17 juillet. On voit que plus le temps avance, plus le prix baisse. Après encore le 24 juillet, on peut le mettre là ou bien là, ça dépend, c'est pareil. Aujourd'hui, on est le temps, pas aujourd'hui, mais le 31 juillet, on a encore un autre point bas. Tu vois? Donc, des points bas de plus en plus bas. Également pour les points hauts, ici, le 10 juillet, après le 17 juillet. Parce que là, on était à un point haut de 96 points. Ici, on était à un point, on est encore à un point haut, mais plutôt de 95. Donc, entre le 10 juillet et le 17 juillet, le marché a baissé. On était de 95 à 96. Donc, certes, 95 et 96 sont des points hauts, mais 96 est supérieur à 95. Donc, le marché a baissé. Ensuite,
on est arrivé encore au 24 juillet à 94, le marché également a encore baissé. Et ainsi de suite. Donc, la conclusion, elle reste la même. Lorsque on a des points sur un graphique qui évoluent de façon croissante ou de façon décroissante en fonction du temps, on est capable d'identifier une tendance. Donc, ce que toi, tu dois avoir en tête lorsque tu regardes un graphe, c'est simplement la théorie de dos à travers le temps. Est-ce que les points bas deviennent de plus en plus bas et les points hauts également de ce même graphe deviennent de plus en plus hauts? Si c'est le cas, c'est une tendance haussière. Est-ce que les points bas deviennent de plus en plus bas et est-ce que également les points hauts deviennent de plus en plus bas? Il s'agit d'une tendance baissière. D'accord? Donc, voilà comment on fait pour identifier une tendance. Tout simplement. Après, bien sûr, il y a d'autres techniques pour vraiment connaître également le sens précis, de façon précise d'une tendance, mais de façon universelle, de façon basique et globale, ce qui est dans l'esprit de tous les traders, pour identifier une tendance, c'est la théorie de dos, tout simplement. Après, on passe maintenant aux supports et aux résistances. Bon, pour les supports et les résistances, la notion que tu dois faire appel, c'est bien sûr la notion de prix plancher et prix plafond. Par exemple, quelqu'un vient te voir, il te dit, bon voilà, Habib, je vends une voiture. Tu dis oui, je suis intéressé. Et tu lui demandes c'est combien le prix de la voiture. Il te dit le prix de la voiture que je vends est fixé à 1 million. Ok? Et toi, tu fais tes recherches et tu constates que tu as regardé au moins 20-25 voitures du même modèle qu'il te vend. Et le prix qui revient le plus souvent, donc le mode, comme je t'ai parlé tout à l'heure de statistiques, le prix qui revient le plus souvent sur les 20 voitures, c'est de 2 millions. Donc, tu as regardé 30 voitures, tu as magasiné 25 ou 30 voitures du même modèle qu'il te vend. Et le prix de cette voiture-là, quand ça revient par exemple plus de 20-30 fois 2 millions, et lui te vend la voiture à 1 million. Donc, a priori, c'est une aubaine, c'est un bon deal. Puisque si tu achètes la voiture chez lui, tu auras 50% de moins. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que le prix du marché est supérieur au prix que ce vendeur-là t'offre. Donc, en économie, ça veut dire que lui, son prix, c'est un prix plancher. Et le prix du marché, donc le prix d'équilibre, c'est 2 millions. Le prix plancher, c'est 1 million. C'est-à-dire que lui, il ne peut pas aller plus bas que 1 million. D'accord? Donc, si toi, tu achètes le prix de cette voiture à 1 million alors qu'elle vaut 2 millions, c'est comme si tu avais gagné 1 million. Parce que si tu la revends, tu vas la revendre au prix du marché. On est bien d'accord? Dans un même cas aussi, par exemple, tu t'en vas acheter, par exemple, une mangue au marché et on te dit que la mangue coûte 100 francs. Ok? Mais toi, tu es un grand mangeur de mangue. Tu aimes beaucoup manger les mangues, donc tu connais le prix des mangues. On te dit que la mangue coûte 100 francs. Alors que habituellement, tu manges tes mangues, on va dire, à 25 francs. D'accord? Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le prix on veut te faire payer, c'est un prix qui est 4 fois supérieur au prix du marché. Donc, cela veut dire que cette mangue se vend très cher. Ça peut être pour beaucoup de raisons. Peut-être que ce n'est pas la saison, peut-être qu'il y a une rareté dans l'économie, mais bref. La mangue coûte 100 francs, alors que tu as l'habitude de payer ça à 25 francs. Donc, qu'est-ce que tu vas faire si tu es un consommateur averti, un consommateur intelligent?
Tu vas attendre quand le prix de la mangue va revenir au prix habituel, le prix qui est de 25, tu iras payer ta mangue. Parce que si tu achètes la mangue à 100 francs, cela veut dire que tu as payé 4 fois le prix d'équilibre. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir là-dedans? C'est que le prix de 100 francs est un prix plafond. C'est un prix plafond. Donc, prix plafond veut dire quand un prix est élevé, comme ici par exemple, je vais tracer, dans un marché, il y a plusieurs prix plafonds. Et lorsqu'on casse les prix plafonds, le marché ne fait qu'augmenter. Et lorsqu'on casse des prix planchers, le marché ne fera que baisser. Donc ici, il y avait un prix plafond. Ici, il y a un prix plafond. Ici, il y a un prix plafond. Ici, il y a un prix plafond. Et ici, il y a un prix plafond. Là, il y a un prix plancher. Ici, il y a un prix plancher. Ici, il y a un prix plancher. Et ici, il y a un prix plancher. Encore ici, il y a un prix plancher. Et ainsi de suite. Donc, plus on avance dans le temps et plus qu'on casse des prix planchers, alors on peut dire qu'on est dans une tendance baissière. Et plus qu'on évolue dans le temps et qu'on casse des prix plafonds, on peut dire qu'également on est dans une tendance haussière. Donc, ce qui veut dire un prix plancher, c'est ce qu'on appelle le support. Et un prix plafond, c'est ce qu'on appelle la résistance. C'est-à-dire la résistance, c'est le niveau où personne ne peut aller au-delà de ça pour acheter quelque chose. C'est-à-dire c'est le dernier prix. C'est le dernier prix. Personne n'est prêt à acheter un article plus cher qu'un prix plafond. C'est pour ça que lorsque le prix arrive à ce niveau, s'il essaye de casser ce niveau de prix plafond qui est une résistance, donc le plus que le marché teste ce prix plafond, on parle donc de résistance. Et lorsqu'elle n'arrive pas finalement à casser cette résistance, le prix chute. Parce que personne n'est prêt à mettre de l'argent là-dessus. Donc, les forces du marché font baisser ce prix-là qui est monté trop haut jusqu'à un niveau de prix raisonnable qui va satisfaire et les acheteurs et les demandeurs. C'est pour ça qu'on parle de prix d'équilibre ou de marché en équilibre ou de marché en range. Tu as certainement vu souvent des marchés où on a des prix comme ça, qui évoluent comme ça. Voilà, le marché évolue comme ça. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc, c'est un marché d'équilibre. Pourquoi? Parce qu'il n'est ni en tendance, il n'y a pas de force dominante et de force dominée. Toutes les forces s'équivalent. Donc, ce qui veut dire que le prix que l'acheteur qui est en bas ici est prêt à payer, c'est le même prix, c'est le prix pareil que le vendeur qui est ici est prêt à vendre. Tu vois? Ici et ici. Donc, chacun est satisfait. Les forces équivalent. C'est pourquoi que lorsqu'on est dans un marché en range, on dit que le marché est en équilibre. Quand on est dans un marché en tendance, on dit que le marché est déséquilibré. Maintenant, il faut savoir maintenant si c'est un déséquilibre haussier ou un déséquilibre baissier. Mais le marché est en déséquilibre. Alors ici, quand on trace la ligne ici, tu vois, le milieu du range, on voit que ça, c'est le prix d'équilibre. C'est le prix qui satisfait et les acheteurs et les vendeurs. Donc, toi, pour identifier une tendance, c'est très simple. Tu as 3 informations dans la tête. Si un marché n'est pas haussier, il est peut-être baissier ou il est peut-être neutre. Pas plus. Soit un marché est baissier, soit il est haussier, soit il est neutre. C'est tout.
Donc, si tu veux étudier l'allure d'une courbe, premièrement, tu regardes les prix planchers. Tu regardes les prix planchers. Si tu remarques que les prix planchers ne font que être cassés, c'est-à-dire ne font que être rompus, ainsi de suite, tu dis, ah, les prix planchers ne font qu'être rompus. Je vais regarder donc les points bas de ce marché-là. Si je vois que les points bas de ce marché font des plus bas de plus en plus bas et des points hauts de plus en plus bas, alors là, je me pose plus des questions, je suis dans une tendance baissière. Pareil pour le marché, pour un marché haussier. Je regarde les prix plafonds s'il y en a. Si je constate qu'il y a des prix plafonds et que le marché ne fait que casser des prix plafonds, donc c'est-à-dire il ne fait que passer à travers les prix plafonds, donc les résistances se cassent les unes après les autres, ça me donne une indication pour me dire qu'on est en face peut-être d'un marché haussier. Mais ce n'est pas tout, je ne m'arrête pas là. Je regarde également les points bas et les points hauts de ce marché. Je vois ici qu'un point bas est là. Après, on fait un autre point, un point haut. Après, encore vient, on fait un point bas. Donc, ça veut dire que le point bas ici est supérieur à ce point bas ici. Après ça, on va faire encore un point haut. Donc, ça veut dire que ce point haut ici est supérieur à ce point haut ici. Et ainsi de suite. Donc, l'allure de la courbe me montre qu'on évolue dans un marché haussier. D'accord? Et c'est comme ça que n'importe quel trader est capable d'identifier l'allure d'une courbe. Si un marché n'est pas en baisse ni en hausse, il est forcément en range. Il est forcément neutre. D'accord? Donc, la notion de prix d'équilibre et de prix en déséquilibre ou de prix plancher ou de prix plafond, ça fait allusion la même chose comme en économie, en sujet de l'offre et de la demande, ou également de surplus ou d'excédent, ou bien de déficit, ou de rareté. C'est la même chose. C'est la même chose. Le niveau de prix qui satisfait l'offre et la demande, on parle de prix d'équilibre. Mais lorsque la demande est supérieure à l'offre, on parle d'un marché baissier. C'est-à-dire qu'un marché où la demande est supérieure à l'offre. Donc, c'est-à-dire que les prix auront tendance à chuter. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à acheter. Donc, ça, dans un marché d'offre, le prix chute. Si c'est dans un marché d'offre, si c'est dans un marché de demande, que le prix est supérieur à l'offre, le prix aura tendance, la demande est supérieure à l'offre, le prix aura tendance à augmenter. Parce que ça varie de façon inverse. S'il y a beaucoup d'acheteurs, bien, les prix vont augmenter parce que les entreprises vont produire plus. Et ils peuvent mettre à n'importe quel prix. Mais quand il n'y a pas beaucoup d'acheteurs et que les entreprises produisent une certaine quantité demandée, s'il n'y a pas d'acheteurs, ils ne peuvent pas en produire plus. Parce que s'ils en produisent plus, ils seront obligés de faire baisser le prix parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs. Ce qui est normal. Donc le prix aura tendance à chuter. C'est la même chose dans le cadre d'un graphique boursier où on regarde bien sûr l'allure de la courbe qui évolue le plus souvent en dents de scie. Mais si l'évolution de la courbe en dents de scie évolue de façon en montant, on est clairement dans une tendance haussière. Hein? Tu vois souvent, le marché évolue comme ça. Regarde. Le marché évolue comme ça. 1, 2, 3, 4, ok, 5. Tu vois comment ça évolue en dents de scie. Mais les dents de scie en montant. Et c'est pareil pour un marché baissier. On évolue en dents de scie, mais en descendant. Donc, 1, 2, 3,
Voilà. 4, 5. Comme ça. Ça évolue en dents de scie, en descendant. Tu vois? Et c'est toujours comme ça. Et c'est comme ça aussi qu'on fait pour repérer un cycle. Donc toi, en tant que trader, investisseur, il va falloir que tu connaisses les cycles. Parce que dans un marché boursier ou dans un graphique économique, il y a ce qu'on appelle les phases. Il y a 5 phases. Mais ça, je vais revenir là-dessus une prochaine fois. Parce que je ne veux pas trop mélanger tout aujourd'hui. Mais juste pour que tu aies une idée, pour finir cette vidéo, dans un marché économique ou dans un marché boursier, il y a 5 cycles. Il y a plus ou moins 4 ou 5 cycles. Il y a des phases comment je peux dire ça? Des phases de récupération ou de commencement. Il y a des phases d'expansion, donc de progression. Il y a des phases de sommet, où souvent on parle de phase d'euphorie. Il y a des phases de crise, où le marché s'effondre. Et après, ça recommence encore avec les phases de récupération. Donc toi, en tant qu'un investisseur, si tu veux rentrer dans un marché, tu dois savoir les phases de marché. Quand le marché évolue, en général, ceux qui sont très intelligents en bourse, puisqu'ils connaissent les phases, ils ne vont pas rentrer ici. Ils ne rentreront pas ici. Ils ne rentreront pas ici. Un investisseur boursier va rentrer ici. Il va rentrer ici. Parce que ici, on est déjà en phase, on est déjà à un sommet. D'accord? Donc, à chaque sommet, il y a toujours une correction qui arrive, ou du moins une crise, dépendamment de l'ampleur de la baisse. Pardon. Dépendamment de l'ampleur de la baisse, il y a toujours une correction à venir, ou bien une crise à venir. Donc, le marché, il monte, il fait un pic, après il baisse. Puisque je t'ai dit qu'il évolue en dents de scie. Donc, ceux qui veulent rentrer à la hausse ne vont pas rentrer ici. Ils vont attendre qu'il y ait une correction. Après, ils vont rentrer ici. Mais les amateurs vont dire, oh, ça monte, il faut acheter. Ils vont rentrer ici. Et c'est trop tard. Le marché corrige. Ceux qui sont encore intelligents vont rentrer ici. Et ça, il y a des techniques. Et c'est ça, c'est ce que j'apprends dans l'information. Et ça, ne t'inquiète pas, je vais revenir là-dessus. Mais c'était pour te dire que, de façon globale, voilà comment on fait pour identifier une tendance et pour reconnaître également un support ou une résistance. Donc, il faut penser en termes de prix. Parce que le trading, c'est du commerce. C'est le nom qui change. Si tu veux, tu peux traduire le mot trade dans le dictionnaire, tu vas voir, ça veut dire commerce. C'est un jeu entre l'offre et la demande. C'est tout simplement ça. Si tu veux acheter un produit dans une boutique, que tu connais le produit, tu as les informations sur le prix, tu sais que le prix se vend le plus souvent à un prix A. Si le commerçant te vend le prix à un prix A plus 2, tu ne vas pas accepter parce que tu connais le prix du marché. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Soit tu vas attendre que le commerçant descende son prix au prix du marché, voire même en dessous du prix du marché pour faire une bonne affaire, ou simplement, tu vas changer le produit pour aller prendre un autre produit. Ce qu'on appelle un effet de substitution. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas de laisser un commentaire et de me poser les questions que tu souhaites. Et au fur et à mesure, je vais donc faire d'autres vidéos pour t'aider à comprendre comment est-ce que tu puisses savoir comment est-ce que un marché évolue ou pas. Donc, passe un bon week-end et puis à plus tard.